Une explosion résonne dans le Stade de France. Quelques minutes plus tard, une seconde. Il y en a eu plusieurs des fusillades visiblement. La principale s'est produite sur la terrasse d'un restaurant. Sur la terrasse bondée, une autre fusillade. C'est un acte d'une barbarie absolue. Au bout d'une heure de concert à peu près, on a commencé à entendre des coups de feu, donc des bruits très sourds. Au début, on n'a pas compris que c'était des coups de feu qui venaient du fond de la salle. Les policiers pénètrent groupés dans le Bataclan. À l'intérieur, les 4 terroristes se sont retranchés à l'étage. Le parquet vient d'affirmer qu'il y a au moins 120 morts dans les attentats de Paris. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Reminded in this time of tragedy that the bonds of liberté and égalité and fraternité are not only values that the French people Nous éradiquerons le terrorisme parce que nous sommes attachés à la liberté et au rayonnement de la France dans le monde. Et parmi ces 2 personnes figure une femme qui, selon nos informations, se serait fait exploser avec une ceinture d'explosifs autour d'elle. Tout avait commencé vers 4h30 du matin en plein centre de Saint-Denis. Les habitants se réveillent en sursaut. Une très longue fusillade. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de France. 10 mois après ceux qui visaient l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, les attaques perpétrées vendredi 13 novembre à Paris et près du Stade de France ont fait près de 128 morts et 250 blessés. Horreur, barbarie, choc, on en parle avec nos invités ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais commencer par vous présenter. Juliette Grange, vous êtes professeure de philosophie politique à l'université François Rabelais de Tours. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'idée de République chez Hachette et La guerre des idées chez Goliath. En face de vous, Vincent Bisson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vincent Bisson, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, géographe politique. Vous êtes l'auteur du livre Le Grand Maghreb chez Armand Collin. Co-auteur, pardon, et Mauritanie aux confins du Maghreb chez ACR édition. En face de vous, Adil Abouraïm. Bonsoir à vous. Vous êtes éducateur spécialisé depuis plusieurs années maintenant. Vous avez travaillé dans différents quartiers de Tours, au Sanitas, au Rive-du-Cher notamment. Et puis, vous avez également été éducateur dans un établissement pour mineurs délinquants et ce pendant 8 ans. Je rappelle aussi que vous êtes président de l'ONG Eden International qui a vocation à lutter contre la pauvreté et ses conséquences au Sénégal et en Touraine. Et enfin, Gérard Petitpré. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous vous intéressez, vous, à la Constitution depuis plusieurs années. Vous êtes l'un des rares auteurs en France à le faire. Vous êtes spécialiste de droit constitutionnel et vous avez écrit notamment La Constitution du 4 octobre 1958 de AX aux éditions L'Harmattan. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour tenter de comprendre ces attentats. Une première question qui s'adresse à vous tous. Sommes-nous en guerre? Vincent Bisson. Écoutez, le terme est dangereux, puisque c'est précisément là où nos ennemis veulent nous conduire. Et on a tous évidemment en tête la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire la rhétorique de George Bush. Et forcément, lorsqu'on utilise ce genre de terme, eh bien, François Hollande prend un risque énorme et emboîte le pas à l'Amérique de l'époque. Alors, si c'est une guerre, c'est en tout cas un conflit qui a un double front. Un front là-bas, mais qui a une particularité, c'est qu'en Syrie, l'armée française combat, mais elle est intouchable, puisqu'elle n'opère que par les airs, face à un ennemi dont on peut considérer qu'il a effectivement une armée. Il a un territoire aujourd'hui, mais il ne peut pas atteindre, hormis, on l'a vu, quelques prises d'otages,
la France, alors que sur le front intérieur, ici, en France, eh bien, nous combattons, mais nous combattons avec des forces civiles, avec des moyens policiers, avec nos magistrats et avec nos forces de renseignement. Juliette Grange. Oui, en fait, je pense que ces violences extrêmes sont destinées à nous mettre en guerre, en particulier probablement en guerre civile, de manière à ce qu'en France, une partie de la population s'oppose à l'autre et que ainsi, ce qui est visé, c'est-à-dire la destruction de nos valeurs républicaines, de ce que représente la France en termes politiques, culturels, soit détruit, autodétruit. Donc qu'on se mette à brûler des mosquées, à lyncher des gens dans la rue, je pense que c'est un début poursuivi par cette violence extrême que je n'appellerais pas personnellement une guerre. Oui. Considérez-vous qu'on n'est pas en guerre au sens classique du terme? Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer... Par contre, je pense que vous avez raison de le dire. Contre cette violence extrême. Avec des actes de guérilla. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer aujourd'hui une sorte de néologisme qui corresponde à un type de guerre moderne qui finalement obéit à des règles également qui sont modernes aujourd'hui? C'est un conflit, on ne sait pas qui on attaque, on ne sait pas où on attaque, c'est un conflit qui change de forme, qui se déplace sans arrêt. Adil Abouraïm. Oui, je crois que là vous avez raison. Une guerre au sens classique, on cible bien son adversaire, on a des personnes qui sont par milliers dans les rues à fuir, on a des bombardements quotidiens, on a la peur pour ses enfants. Enfin, la situation de la guerre classique au sens où nos grands-parents l'ont connue, ou pour certains nos parents, c'est pas ce qu'on rencontre aujourd'hui. En revanche, il est exact que le mot peut peut-être se prêter à cette tentation qu'on pourrait avoir les uns et les autres, à ne pas résister à l'envie de se désunir de la condition de son semblable, de la situation dans laquelle se trouve cet autre soi-même dans la société. Quand vous disiez tout à l'heure ces mosquées qui brûlent, ou pourquoi pas demain, ou ce qui s'est déjà passé, des synagogues ou des églises, ou toutes sortes de différences, la question qui nous est posée par cette sauvagerie, c'est vraiment notre capacité à rester unis, à faire front face à cela, à un ennemi qu'on ne connaît pas. On va poursuivre cette discussion. Je voudrais vous interroger, Gérard Petitpré. Vous le savez, à l'heure où nous parlons, l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois. Cet état d'urgence dont vous allez nous parler durant cette émission a été mis en application à 5 reprises dans l'histoire française. En quoi aujourd'hui cela est-il différent ? L'état d'urgence était la seule réponse adaptée à la situation actuelle. L'article 16 ne pouvait pas s'appliquer puisqu'il n'y avait pas de péril en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, parce qu'il n'y avait pas une menace sur le fonctionnement des institutions, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la nation. On ne pouvait pas appliquer non plus l'état de siège qui, lui, alors je rejoins madame, qui lui s'applique lorsqu'il y a une guerre extérieure, une guerre civile ou des manifestations à main armée. Il ne restait donc que l'état de siège qui, lui, avait été créé en 1955, après les événements d'Algérie et la Toussaint Rouge. Donc c'était effectivement le système adapté et on ne voulait pas donner les pouvoirs aux militaires. D'où la création de cet état d'urgence qui, lui, effectivement, est défini par la loi et n'est pas constitutionnel à l'heure actuelle. Une loi sur laquelle les députés ont travaillé. À votre question, il y a eu 5 applications depuis 1955. 1955, alors, on y reviendra. Aujourd'hui, est-ce que la Constitution est-elle adaptée à la situation que connaît la France ? Alors ça, là est le problème, puisque le problème est dans le projet de révision de la Constitution qui reprend un peu la réforme, la proposition numéro 10 du comité de réflexion Balladur, qui était de dire l'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres, leur prorogation au-delà de 12 jours est l'œuvre du Parlement et une loi organique fixe les conditions. Je rejoins un peu dans la situation présente. Est-il nécessaire d'aller plus loin si le chef de l'État a l'intention de créer une espèce d'article en ce qui concerne une crise qui serait permanente? Cela n'est pas sans risque et on peut se poser à l'avenir s'il ne pourrait pas y avoir utilisation à d'autres fins. Oui, donc il peut y avoir des dérives et des dangers évidemment. Alors, est-ce que vous considérez qu'on est aujourd'hui dans une guerre de religion, ou alors que la religion est un prétexte qui cache, on peut le dire, qui cache évidemment des motivations géopolitiques, qui condamnent une certaine politique extérieure que mène la France, notamment au Proche-Orient?
Oui, bien sûr. Je crois qu'on le voit bien clairement, une instrumentalisation actuelle des luttes confessionnelles. Si on veut élargir un petit peu, regardez ce qui se passe au Yémen, où on nous oppose systématiquement sunnites et chiites, alors que les Houthis, effectivement rattachés au chiisme, ont traditionnellement prié dans les mêmes mosquées que les sunnites au Yémen. Donc on voit très bien qu'il y a aussi aujourd'hui des enjeux, en tout cas pour la partie que je connais, c'est-à-dire au Moyen-Orient, des enjeux d'instrumentalisation des confessions. Alors que le combat est avant tout un combat politique pour le leadership régional, pour asseoir un pouvoir et placer ses pions. Et puis on peut également retourner la question dans l'autre sens, à savoir qu'il peut y avoir une instrumentalisation des enjeux géopolitiques à des fins religieuses. Et c'est certainement aussi ce qu'on peut connaître dans certains quartiers de France, dans le sens où les conflits israélo-palestiniens ou ce qui se passe de façon générale dans cette région du monde peuvent être un alibi à justifier en fait la scission ou en tout cas la tentative de séparation d'une communauté vis-à-vis des autres. Ça peut nourrir, ça justement, notamment le conflit israélo-palestinien, qui est l'un des conflits majeurs de ces dernières décennies, peut nourrir le ressentiment, peut produire aussi de la haine. On le voit bien, les décisions de l'ONU, les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées par les pays occidentaux. Est-ce que cela aussi peut expliquer, peut être un facteur d'explication ? Bien entendu, mais ce qui me frappe, ce qui est un peu impensable, c'est que, en fait, les auteurs de violences sont généralement de nationalité française, qu'ils ont été en partie instruits, peut-être pas de manière extrêmement... mais enfin, bon, ils ont été instruits. Ils ne sont pas... Ils vivent dans des poches de pauvreté, dans des zones socialement en déshérence. Néanmoins, ils ne sont pas dans une situation extrême. Et ce sont souvent quand même des délinquants primaires, c'est-à-dire qui sont passés par la prison et qui ont tenté de se procurer de quoi vivre de manière assez agréable par la délinquance. Oui. Donc, et qui ont fait un passage, alors très souvent dans des camps d'entraînement, et qui ont acquis la dureté, les techniques, qui utilisent des technologies très élaborées, qui ont un sens de l'organisation. C'est absolument pas des personnes... Donc, je pense que c'est assez complexe, et ce qui me pose question, moi, en tant que philosophe, c'est le fait qu'il s'agisse de jeunes Français, issus quand même de nos institutions. C'est évidemment l'un des enjeux de cette émission. Aujourd'hui, le sol français produit des terroristes, des enfants français qui sont passés par l'école de la République. Il y a aussi la vous avez raison de le dire, mais qui sont passés par l'école républicaine, qui ont grandi dans une culture, dans un modèle démocratique français. Ce sont souvent des Français, d'ailleurs, qui ne sont pas pratiquants, qui n'ont pas vraiment de culture religieuse. C'est que souvent ce sont des born again, des gens qui n'ont pas... Oui, alors justement, Adil Abou-Rahim, ça fait très longtemps que vous travaillez avec ces jeunes, vous les rencontrez sur le terrain. Comment expliquer aujourd'hui ce processus de radicalisation qui vise à les toucher et à les atteindre ? Non seulement ça fait longtemps que je travaille, que je connais très bien ces populations-là, mais en plus moi-même je suis issu de cette histoire. Voilà, lorsque nous sommes arrivés en France en 1973, on a vécu dans des camps. J'ai connu les ratonnades, les questions des skinheads, les boîtes de nuit où on était interdit, les bars où on ne faisait pas bon aller, tout un tas de difficultés comme celle-là. Et pour autant, nous ne nourrissions pas de haine. Alors qu'est-ce qui a changé dans notre société aujourd'hui ? Je crois que très simplement, et pour revenir sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, pendant assez longtemps, tant que les communautés arabo-musulmanes s'en prenaient aux juifs, personne ne voyait la difficulté arriver. Et ce qui alimentait en fait cette haine du juif, qui est présente, qui est quasiment historique, sur le fait que le juif reste la grande image, le grand objet sur lequel on projette sa haine, son trop-plein de colère, dont les racines peuvent être analysées, qui sont peut-être dans la difficulté de communiquer avec ses propres parents, dans la difficulté de pouvoir communiquer dans ses propres sociétés d'origine, tous ces pays où la parole n'était pas libre, et qui font qu'aujourd'hui, une génération a grandi avec une carence en tendresse, une carence en communication, une carence en sens sur les mots, un déficit de l'image même de la place du père. Ces jeunes qui sont tentés par la radicalisation aujourd'hui, ce sont des jeunes qui correspondent à ce profil que vous décrivez. Curieusement. Les familles aussi désunies, c'est un nouveau modèle aussi sociétal. Pas nécessairement, mais curieusement, et dans mon expérience d'éducateur en établissement fermé et également en tant qu'éducateur de rue, la plupart des jeunes que j'ai accompagnés recherchaient un modèle de cadre hyper rigide. Alors que là, on n'a pas compris. En fait, ce qui les intéressait, c'est ce que la plupart des gens appellent... familles désunies, donc. Pas nécessairement.
Non, il y a une séduction, mais ça a toujours été, ça a été théorisé, hein, l'identification au gangster, qui a eu lieu pendant très longtemps. Aujourd'hui, le gangster, c'est Daesh. Donc des jeunes qui se sentent quelque part délaissés par une société, on va en parler avec vous, Juliette Grand. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces chiffres, parce qu'ils sont quand même importants. Sur les personnes en voie de radicalisation en région Centre-Val de Loire, ces chiffres, vous les voyez, 79 dans le Loiret, 52 comptabilisés en Eure-et-Loire, 16 pour l'Indre-et-Loire, 11 pour le Loir-et-Cher, 14 pour l'Indre, 14 pour le Cher. Ce sont des chiffres qui sont quand même significatifs. Oui. Je voulais rebondir sur votre question sur Israël-Palestine, en lien évidemment avec les profils auxquels nous avons affaire. La France est un pays d'immigration. Donc c'est un pays qui, je dirais, par nature, a une jeunesse qui est très en prise avec l'actualité internationale, qui suit de très près les évolutions internationales. Et évidemment, pour nous, notre environnement immédiat, c'est l'environnement méditerranéen, c'est le Proche-Orient, c'est le Maghreb. Donc il y a une écoute, une sensibilité particulière pour ce qui s'y passe. Bon, alors pour ce qui est Bisson, pardon de vous couper, mais est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui les erreurs qui ont été réalisées par l'Occident, par la France, mais par l'Occident plus largement, dans un certain déséquilibre d'une géopolitique aujourd'hui qui n'est pas équilibrée ? Oui, tout à fait. Je crois qu'en fait, on se rend compte que depuis 2005 à peu près, depuis l'assassinat de Rafik Hariri, on voit que la politique arabe de la France traditionnelle a changé et que la France est redevenue interventionniste. Elle est redevenue, je dirais, elle s'est inscrite dans la lignée de la politique américaine et c'est ce qui, effectivement, accroît notre sensibilité, la sensibilité de la France, la vulnérabilité de la France vis-à-vis de nos ennemis. La France, forcément, à ce moment-là, s'expose davantage. On voit bien qu'à partir de Nicolas Sarkozy, disons-le clairement, avec l'intervention en Libye, puis au Mali, avec Serval et Barkhane aujourd'hui, et puis ensuite en Syrie, la France s'affiche en première ligne, alors qu'elle n'a pas à tenir ce rôle-là. Voyons les choses objectivement. Face à Bachar el-Assad en Syrie, la France a été en pointe. Oui. Si vous vous souvenez, en 2013, on était extrêmement en pointe. Il a suffi qu'Obama prononce le mot de congrès pour que nous soyons obligés d'exposer nos contradictions au plein jour. Oui. Bon. En 2014, lorsque nous avons décidé de rallier la coalition en Irak, on avait l'impression que la France était plus américaine que les Américains. Oui. On était le fer de lance, le porte-étendard, avec 12 chasseurs. Donc je crois qu'il y a une exposition trop forte, qui est dangereuse, qui fait qu'aujourd'hui, la France s'expose inutilement. Bon, alors on peut poser la question aussi autrement. Si nous n'y étions pas, est-ce que la France serait quand même touchée ? Oui, bien sûr. La réponse est oui. La réponse est oui. L'État islamique n'a pas émergé de rien. L'État islamique est dans la continuité des fondamentalistes djihadistes précédents, notamment d'Al-Qaïda. Bon, et Al-Qaïda nous menace depuis des années. La France a toujours été l'une des cibles privilégiées. Alors justement, pourquoi aujourd'hui la France est l'une des cibles privilégiées? Vous l'avez expliqué, parce qu'il y a des raisons de géographie politique, mais il y a aussi peut-être, aujourd'hui, on s'attaque à une population française de confession musulmane. Aujourd'hui, c'est un outil. C'est un héritage également de la colonisation française dans cette partie du monde, y compris au Proche-Orient, puisque vous savez qu'il y avait un mandat français sur le Liban et la Syrie. Sans nier cet aspect des choses qui existent, je pense qu'il y a eu aussi une surdité française, un certain nombre de choses comme la radicalisation. Il n'y a pas eu le travail qui a été fait à Londres, peut-être au Danemark, peut-être parce que l'État est trop sûr de lui, nos valeurs républicaines trop classiquement proclamées. Donc on n'a pas été attentif, il n'y a pas eu non plus... Les banlieues abandonnées, la rupture à l'école. Oui, mais aussi parce qu'on n'est pas très attentif à cette radicalisation. Les travailleurs sociaux n'y étaient peut-être pas attentifs. C'est des phénomènes vraiment de secte, de manipulation mentale. C'est l'échec de l'État, l'échec de la société française? Non, on ne peut pas dire que c'est l'échec de l'État. Ça voudrait dire que l'État n'est pas nécessaire, mais je pense que l'État devrait s'approcher plus de ces questions. Il y a quand même des zones où l'éducation nationale est obligée de reculer, où le sens des actions, il y a des lycées où on entre et on sort un petit peu n'importe comment, des zones où la police va peu, et puis surtout une mise en cause du droit, de l'autorité de l'éducation, et les travailleurs
travailleurs sociaux, je pense, les institutions qui sont aujourd'hui bousculées. Oui. Je voudrais qu'on écoute Malek Chebel. Malek Chebel, vous le connaissez, c'est un anthropologue des religions qui a signé lui aussi plusieurs livres sur l'islam, grand connaisseur de l'islam. Il est également philosophe. Il répondait à nos questions, notamment sur la responsabilité des hauts dignitaires religieux. On l'écoute. Totalement, non pas par acte, mais par défaut. Je pense que, d'une certaine manière, globalement, la corporation des imams et la corporation des religieux n'a pas joué son rôle de détecteur, de proximité, d'anticipation, de mise en alerte. Donc, de ce point de vue-là, j'appelle personnellement à une très grande réforme de cette institution-là religieuse. Le cadre religieux peut contribuer favorablement, bien sûr, à la résolution de ce conflit, dès lors qu'il prenne qu'il joue pleinement son rôle, si vous voulez, dans la crise existentielle que subissent ces jeunes en réalité, que traversent ces jeunes. Donc, et pourquoi ils décrochent, pourquoi ils vont semer la mort, ils l'acceptent, ils la désirent, ils la cherchent. Pourquoi tout ça? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, si vous voulez, dans leur éducation pour qu'ils en arrivent là? Et ça, c'est le rôle des médiateurs et des religieux. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'État? C'est ce que vous disiez, Julienne Grange. On le voit bien aujourd'hui, les hauts dignitaires religieux ont une responsabilité. Je crois qu'on pourrait faire un raccourci en disant que les hauts dignitaires ont une responsabilité, ce qui dédouanerait encore une fois toute une partie de la population. Je crois qu'il y a des responsabilités clairement individuelles. Le jeune qui a choisi de partir en Syrie, qui a 15 ou 16 ans, pour revenir ensuite tuer des gens, il a une partie de responsabilité. Ses parents ont une partie de responsabilité. La société a certainement ses responsabilités. Les responsabilités individuelles et collectives. La problématique, d'après moi, sur la question de la parole portée par ces dignitaires, de la parole portée de la communauté musulmane, c'est qu'il pose deux questions. Premièrement, c'est la légitimité de leur représentativité vis-à-vis de cette communauté-là. Et puis ensuite, la difficulté qu'on a à condamner certains actes posés. Tout à l'heure, on disait qu'il y a des établissements scolaires en fait, où on remet en question les programmes scolaires. Des groupes qui s'organisent pour demander des créneaux, piscines pour des femmes et d'autres pour des hommes, des chauffeurs de bus à la RATP qui refusent de prendre le bus qu'une femme a conduit avant eux. Enfin, il y a un moment donné qui pose le cadre, qui pose la limite, c'est-à-dire les fondamentaux de la République et de la laïcité, au-delà desquels, à l'intérieur desquels, rien n'est négociable. Les fondamentaux ne se négocient pas. Et la question de savoir si les hauts dignitaires religieux en fait, ont une responsabilité là-dedans ou pas, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à dégager ces gens-là de la crainte qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leur propre communauté. C'est-à-dire, retrouvez-vous devant des centaines de fidèles le vendredi pour parler. Alors j'imagine que quand vous les rencontrez, ils vous expliquent aussi qu'ils se sentent délaissés. Je voudrais qu'on s'arrête sur une étude qui a été réalisée par l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est un think tank parisien. Cette étude était à propos des discriminations religieuses à l'embauche. Ça aussi, il y en a évidemment. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces dessins. Vous le voyez, combien de CV les candidats ont-ils besoin d'envoyer avant de se voir proposer un entretien d'embauche? Vous le voyez, Michel 5, Nathalie 4, Dove 7, Esther 5, Samira 6 et Mohamed 20. Et puis la religion, facteur de discrimination à l'embauche en France, c'est la question que pose l'Institut Montaigne. Le taux de convocation à un entretien pour les musulmans, par exemple, est de 10,4%, 15,8% pour les juifs, 20,8% pour les catholiques. Julienne Grange, vous réagissez à cela ? Oui, évidemment, mais je pense que les raisons sont peut-être plus générales, parce que il y a un très bon livre de Gérard Noiriel, qui est un historien, qui s'appelle Le Creuset français, qui analyse l'intégration de populations polonaises, portugaises, espagnoles, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, dans la Lorraine aujourd'hui. Je me dépêche un petit peu parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a eu des tensions à ce moment-là, mais en fait, le monde du travail a intégré, parce que les gens étaient dans l'atelier ensemble, ils étaient dans l'usine ensemble, donc il y avait des tensions, il y avait des difficultés, mais néanmoins quelque chose s'est fait parce qu'il y avait le cadre du travail. Actuellement, la plupart de nos jeunes concernés par les phénomènes dont nous parlons
n'ont pas de travail, n'ont pas de perspective de travail. Donc, c'est aussi un facteur d'explication. C'est un faisceau d'indices qui peuvent aujourd'hui conduire à voir nos jeunes qui sont tentés par la radicalisation. Oui, moi je crois surtout que la France a perdu la guerre des idées. La France a perdu la guerre des idées, on aura beau bombarder. Le vrai combat, c'est un combat de communication. C'est d'abord de contrer la propagande djihadiste. Et surtout, c'est de retrouver une cohérence entre nos valeurs, nos idéaux et nos actes. On ne peut pas fournir à nos ennemis en permanence des arguments pour utiliser nos contradictions permanentes. Lorsque nous mettons en avant la démocratie, la liberté, que nous vendons des rafales à un dictateur égyptien, lorsque nous mettons en avant la laïcité, la liberté de croyance, le droit des femmes, et que nous allons faire de l'Arabie Saoudite notre premier allié dans la région. Parce qu'il y a aussi, évidemment, on n'aura pas le temps d'en parler, c'est vraiment dommage, mais le pétrole, les armes par exemple, si l'on veut rompre aujourd'hui avec le salafisme, on pourrait se revoir nos positions avec le pétrole. Alors je ne dis pas que c'est possible, le monde aujourd'hui évidemment est dans une telle situation économique qu'on ne pourrait pas couper les racines comme cela, mais vous entendez en tout cas que cela fait partie des intérêts que peut avoir l'Occident et notamment la France, qui peuvent à un moment donné nourrir un ressentiment, qui peuvent créer de réelles problématiques entre les différents États. Oui, je crois que c'est surtout, finalement, vous posez à travers le pétrole la question de l'usage de la rente, puisque nous négocions avec des pays qui sont principalement rentiers. Et cette rente, on le sait, elle est accaparée depuis très longtemps par une toute petite minorité, créant de l'injustice à l'intérieur même de ces pays-là. Je vous coupe. Est-ce que les États aussi sont liés par des intérêts? Alors des intérêts pas forcément économiques, mais il peut y avoir des intérêts géostratégiques. Par exemple, la France a besoin de la Russie sur le dossier des conflits gelés. Voilà. Tout cela entre en ligne de compte aussi? Oui, il y a des intérêts évidemment stratégiques, c'est évident. Et en même temps, il ne faut pas non plus les surdéterminer. On le voit bien par exemple dans l'engagement français vis-à-vis de Bachar el-Assad en 2013. On peut se poser la question, quels étaient les intérêts réels de la France à se poser dans ce dossier-là? Intérêt économique, voyons, avec la Syrie, non, aucun. Oui, d'accord, la France et le Liban, effectivement, une relation particulière. Et les alliés, mais il faut aussi pouvoir prendre de la distance par rapport à ces explications, je dirais, assez faciles parfois, utilisées par nos ennemis. Très bien, c'est déjà terminé. Gérard Petitpré, peut-être, pour terminer. Et je voulais reprendre simplement, effectivement, le rôle de la France, mais c'est aussi la carence de l'Union européenne, qui actuellement, à tous les niveaux, est incapable de gérer quoi que ce soit. On n'a pas eu le temps d'en parler, notamment sur les lois sur les renseignements. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Est-ce que je peux dire qu'on n'a pas perdu la guerre des idées? On a perdu une bataille. On a perdu une bataille. Ça aurait été l'occasion de relancer le débat, mais c'est beaucoup trop court, malheureusement. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus. Je rappelle quand même, Gérard Petitpré, que vous avez un site internet où vous faites énormément d'analyses sur la Constitution. En fait, la Constitution au quotidien. GérardPetitpré.fr, la Constitution au quotidien. Merci à tous d'être venus. Excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain. Restez là.